Bonsoir, bonsoir, voilà, voilà. Donc, c'était un peu inattendu, mais comme j'ai eu quelques questions et puis il y a une actualité, alors, et puis j'avais un peu de temps, donc je vais faire un direct. D'ailleurs, je vous ai dit, je traiterai de l'actualité palestinienne et israélienne. Bonsoir, Brian. Et une question sur le Mellah du Maroc. Voilà. Donc, bon, on va peut-être attendre qu'il y ait une minute ou deux, que les gens arrivent. Salut Jack, Ghislaine, Yasser, Cédric, Chakour. Bon, alors, Shalom, oui. Ah ben, je suis pas Jacob Cohen-Ter, hein. Ça, c'est mon troisième compte. Voilà, Terre, c'était parce que c'était un troisième compte, comme les numéros bis et terre. Bon, voilà, enfin, bon. À l'époque, je pensais distinguer les comptes, mais en fait, bon. Enfin, Terre ne fait pas partie de mon nom. Voilà. Bonsoir Saïda. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais d'abord régler une petite question à propos de Ahed Tamimi. Bon, parce que quelques-uns m'ont posé la question. Alors, vous savez que Ahed Tamimi a été arrêté à peu près il y a un mois. Merci Khalid. Elle a été arrêtée il y a un mois. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a 2 ans à Beyrouth, lors de la conférence sur la Palestine. À l'époque, elle était déjà, vous savez, elle avait fait une vidéo, elle a giflé un soldat. Enfin, bon. Je ne sais pas si elle l'avait giflé, mais en tout cas, elle lui tenait tête. Elle avait 13-14 ans et les organisateurs de la conférence l'ont fait venir avec sa mère. Elle est montée à la tribune. Donc voilà, c'est une battante. Et en fait, elle est toujours en détention provisoire, c'est-à-dire, ou si on veut, en garde à vue. Bon, en général, quand on est en garde à vue, ça dure 2-3 jours. Enfin, dans un système juridique normal. Mais en Israël, les occupants sionistes, l'occupant sioniste ne s'embarrasse pas de ces subtilités juridiques. Peut-être pour les citoyens israéliens, juifs, mais pour les autres, c'est un autre système qui marche. Donc, la garde à vue est prolongée de 2-3 jours à chaque fois. Et apparemment, les Israéliens n'arrivent pas à prendre une décision parce qu'ils sont un peu coincés. Bon, ils voudraient bien la condamner, bien sûr, foutre 2 ou 3 ans de prison. Vous savez qu'il y a 12 chefs d'inculpation contre elle. 12. Bon. Donc, il y aurait de quoi l'envoyer, vous savez, ce sont des tribunaux militaires, il y aurait de quoi l'envoyer 5 ans ou à 10 ans de prison. Seulement, évidemment, maintenant, elle est devenue une figure internationalement connue et reconnue, et les Israéliens ne sont pas bêtes de ce point de vue. Ils savent à quel point la propagande, c'est très important. Et donc, ils attendent. Voilà. Et à mon avis, ils n'ont pas encore pris une décision et ils ne savent pas quelle décision prendre. C'est pour ça qu'ils attendent. Est-ce qu'il faut la relâcher? Est-ce qu'il faut la condamner lourdement? Est-ce qu'on va la condamner un petit peu? Enfin bon. Donc, voilà. Et pour le moment, elle est dans garde à vue. Voilà. C'est probablement dans un centre de détention provisoire. En attendant qu'il statue, c'est pas encore. Ça veut dire, est-ce qu'elle, il se demande s'ils vont la passer en jugement. Voilà, en fait. Et avec quel chef d'inculpation. Donc j'en viens à, vous savez, le caniche palestinien, il s'est cabré.
ces 2 derniers jours. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, le comité exécutif de l'OLP, a demandé au chef de suspendre la reconnaissance d'Israël. Comme si, vous savez, une fois qu'on a reconnu, je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Et bon, mais ce n'est pas une décision ferme. C'est-à-dire, un peu, vous savez, Mahmoud Abbas, il joue « retenez-moi ou je vais faire un malheur ». Mais en fait, ce sont des gesticulations. Il ouvre sa grande gueule, alors que la vraie décision à prendre, si vous voulez vraiment défendre les intérêts de ce qui reste de la Palestine, parce que, bon, comme je vous ai dit, 70% de la Palestine, de la Cisjordanie, est déjà entre les mains d'Israéliens. Donc, il n'y a plus rien à faire. Ils ont installé 700 000 colons. Jérusalem, il y a 250 000 colons. Je ne sais pas, moi, quand j'entends un dirigeant palestinien dire Jérusalem-Est pour capitale, je ne sais pas s'il rêve, s'il s'est drogué. Vous savez, quand on prend du LSD ou du hashish, on peut rêver, hein, on peut rêver qu'on va obtenir Jérusalem-Est comme capitale. Bref, c'est pathétique. Je trouve comment dire, cette soumission encore des Palestiniens, enfin des dirigeants palestiniens, et juste ces coups de gueule qui ne riment à rien, parce que le vrai test, c'est de couper, par exemple, la coopération sécuritaire avec Israël. C'est quoi la coopération sécuritaire? C'est-à-dire que la police palestinienne, les services de sécurité palestiniens collaborent étroitement avec les services secrets israéliens, avec la police, avec Tsahal, pour maintenir l'ordre en Palestine occupée, en Cisjordanie, au bénéfice des colons. Voilà. Or, cette coopération sécuritaire ne s'est jamais arrêtée en 24 ans d'accord d'Oslo. D'accord? Voilà. Et c'est pas demain la veille. Et d'ailleurs, dans les médias juifs, dans les médias sionistes, on se fout un peu de la gueule de Mahmoud Abbas, parce qu'on lui dit, s'il suspend la sécurité, la coopération sécuritaire, ce serait lui qui paierait parce qu'il se ferait renverser, on ne l'aidera pas. Et d'ailleurs, ça a donné, vous savez, Netanyahou est en Inde, et il a fait une interview à la télévision, une vidéo avec un sourire comme ça, et il a dit, voilà la preuve que les Palestiniens ne veulent pas reconnaître Israël. Voilà. Donc, il fait retomber la faute sur les malheureux Palestiniens. Mais vous savez, dans une relation de sadomaso, il y a un maître et un esclave. Et plus l'esclave se soumet, et plus le maître est violent. Et malheureusement, Israël ne peut faire autrement, que d'écraser encore un peu plus les Palestiniens, puisqu'ils ne réagissent que verbalement et ils n'ont aucun soutien. Et la preuve, si vous voulez encore, que Mahmoud Abbas cherche l'apaisement, c'est-à-dire continuer à négocier, voilà. Et parce que pendant ce temps qu'il négocie, les centaines de millions se déversent sur l'autorité palestinienne, et la nomenclatura palestinienne, c'est quelques milliers de dirigeants, de guillemets, de larbins dirigeants, qui bénéficient de permis de déplacement octroyés par l'occupant sioniste. Vous savez, Mahmoud Abbas, s'il voyage à l'étranger, c'est par autorisation spéciale de son maître sioniste. Vous savez, Arafat, pendant les 2-3 dernières années de
de sa présidence, il était cloîtré à la Mokata de Ramallah et il ne pouvait pas en sortir. Donc Mahmoud Abbas, bon, on le laisse voyager et dans une semaine, il va aller à Bruxelles. Pourquoi faire? Pour dire, écoutez, il faut reprendre les négociations. Mais négocier quoi, bon Dieu? Négocier quoi? Un Bantoustan? Que veulent ces dirigeants palestiniens? Il faut, enfin, à mon avis, c'est comment dire, abandonner les accords d'Oslo définitivement. Et non seulement, parce que c'est pas seulement la reconnaissance, etc. C'est de dire aux Israéliens, prenez toute la Cisjordanie, redevenez occupants. Nous, on part, on s'en va, on abandonne, on vous abandonne la Cisjordanie. Et là commenceront les vrais problèmes pour les Israéliens et pour l'Occident. Et c'est ce que l'Occident veut, comment dire, éliminer à tout prix. Parce que la crainte d'Israël et de l'Occident, c'est qu'Israël redevienne l'occupant total de la Cisjordanie. Et les vrais problèmes commenceront. Donc, c'est ça le drame, et c'est ça la faiblesse terrible, la lâcheté, la pusillanimité de ces dirigeants minables, misérables, corrompus, achetables, qu'on a achetés avec de bons salaires, avec la possibilité de voyager à l'étranger. Enfin, bref, ils sont à vomir, ces dirigeants. Et malheureusement, je crois, vous savez, il ne faut pas, bon, d'abord, il ne faut jamais faire confiance. Quand on entend des belles paroles, il ne faut pas toujours accréditer ces paroles et dire, ah, voilà. Vous savez, je me souviens par exemple, quand Trump a fait sa déclaration sur Jérusalem, Jack Lang, dans une vidéo, a dit, oh, c'est pas bien, je condamne, etc. Et j'étais un peu attristé de voir que beaucoup de gens sur Facebook reprenaient cette vidéo de Jack Lang et disaient, c'est bien, Jack Lang. Mais Jack Lang est un sioniste, enfin, on ne fait pas plus sioniste que lui. Voilà. Alors, bon, il sort une petite déclaration comme Macron, il sort une déclaration sur Jérusalem, mais il ne faut jamais leur faire confiance. Ce sont des mots. Jamais ils n'ont pris aucune mesure pour contrer la colonisation israélienne. C'est ça l'essentiel. Vous savez, quand la France a pris des sanctions contre la Russie, quand même, contre l'Iran, pourquoi il ne le fait pas contre Israël? Voilà. Donc, il ne faut jamais, ces histoires donc, les Arabes en général, ils ont l'habitude de parler beaucoup, et l'autorité palestinienne, pareil, et donc ce sont des gesticulations verbales. Oui, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et malheureusement, pendant ce temps, l'occupation et la colonisation continuent tranquillement. Voilà, les Israéliens, chaque semaine, je vous assure, mais chaque semaine, ils annoncent 1000 logements, 2000, 5000 logements. Vous savez, chaque logement, c'est entre 5 et 10 personnes. Alors faites le calcul et vous allez voir que le million de colons sera vite atteint. Voilà. Et que vont faire les Palestiniens à ce moment-là? Voilà. Prendre un Bantoustan. Bon. Donc, voilà ce que je voulais dire sur, malheureusement, l'actualité triste de la Palestine. Alors, maintenant, je vais répondre à quelques questions qui tournent autour de cette... Alors, je vais vous dire, je ferai bientôt une vidéo sur l'OPA kabbalistique sur les nouveaux indigènes. Ça veut dire mon livre qui vient de sortir. Donc, les questions qui m'ont été posées, je les traiterai dans cette vidéo. Donc, pour le moment, je fais uniquement, je centre disons, cette vidéo sur les questions autour de l'actualité en Israël. Alors, Ali Algerino me demande pourquoi on a renversé Moubarak, un allié d'Israël. Bon. Au départ, on a tout fait
pour protéger Moubarak, comme Ben Ali d'ailleurs. Vous savez, Moubarak, pendant 30 ans, il a régné en maître absolu de l'Égypte. Corruption, détournement, torture, mais les Israéliens lui apportaient le soutien total, les Américains, etc. Et seulement, il y a eu une révolte populaire. Et là, les Occidentaux se sont dit, Israéliens, les Occidentaux, bon, tant qu'à faire, il vaut mieux le retirer, en tout cas lui dire, écoute, il vaut mieux sortir et laisser des élections, on ne sait jamais, et puis après, bon, on avisera. Donc au départ, les Occidentaux ne voulaient absolument pas qu'il parte. C'est parce qu'il y a eu cette révolution populaire qu'au bout de quelque temps, on a essayé de contrôler. Bon. Par le vote. Bon, le vote ayant donné, ayant fait élire un gouvernement qui ne plaisait pas ni à Israël ni à l'Occident, on a dit à El-Sisi, bon allez, débarrasse-nous de ce religieux, Morsi, et qu'on n'en parle plus, et on rétablit une espèce de Moubarak bis. Parce que Al-Sisi, il a à peine la cinquantaine, donc il est parti pour une bonne vingtaine d'années de régime autoritaire. Parce que la prochaine fois, je vous garantis que il n'y aura plus de manifestations à Tahrir, etc., parce qu'il y a un système répressif terrible qui s'est mis en place. Et à propos d'élections, je voulais vous dire, l'autorité palestinienne, cette autorité palestinienne, n'a aucune légitimité politique. Pourquoi? Parce qu'en 2006, il y a 12 ans, il y a eu des élections libres et démocratiques. Quand je vous dis, il ne faut jamais faire confiance à l'Occident qui vient et vous dit, vous savez, il y a les principes démocratiques, nous, on est pour la place de la femme, pour la liberté, les droits de l'homme, etc., etc. Ne les croyez jamais. Ils avancent les droits de l'homme, les élections, etc., quand ça les arrange. En Arabie Saoudite, la place de la femme, curieusement, ils l'ont oublié. Les élections démocratiques, par exemple, quand ça ne les arrange pas, comme en Palestine, vous savez, le Hamas avait gagné, haut la main. Eh bien, ils ont dit, non, 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 il n'est pas question que le Hamas prenne le pouvoir démocratiquement, etc. Donc, on a gardé l'autorité palestinienne, pourrie et corrompue, depuis 12 ans, et il n'y a jamais d'élection. Comme ça, on est tranquille. Parce qu'on sait très bien que s'il y avait des élections, c'est le Hamas qui l'emporterait. Donc, cette autorité palestinienne n'a même pas de légitimité. Elle ne règne que grâce à sa police qui pratique les méthodes du Mossad, c'est-à-dire les arrestations au milieu de la nuit, la torture, etc., etc. Alors, Madeleine Kelsal me demande, la Chine et la Russie peuvent-elles prendre la place des Américains dans le processus de paix? Pas du tout, non. Il n'y a que les États-Unis. Pourquoi? Parce que, comment dire, il n'y a que les États-Unis qui peuvent obliger Israël à accepter un compromis. Voilà. Aucun autre pays n'a les moyens financiers, politiques, etc., diplomatiques, d'obliger Israël à accepter. Je vais vous donner un exemple. En 1990, la première guerre contre l'Irak, qui avait repris le Koweït. Pour moi, il a repris le Koweït, qui était une province irakienne. Bush avait mobilisé les pays arabes. Vous savez, il y a eu je ne sais pas combien de centaines de milliers de soldats américains qui sont installés en Arabie Saoudite, etc. Et on a fait miroiter pour avoir le soutien des Arabes, parce que tous les pays arabes ont collaboré avec l'Amérique. Pour avoir leur soutien, on leur a dit, voilà, c'est toujours la propagande et ça marche toujours. On leur a dit, on va organiser, à la fin de la guerre, on a organisé une conférence internationale pour discuter de la Palestine et du Moyen-Orient et d'Israël, etc. Et c'était la conférence de Madrid. Et il n'y a rien qui
qui fasse peur à Israël qu'une conférence internationale. Pourquoi? C'est quoi une conférence internationale? Parce qu'Israël a toujours voulu des négociations directes. Vous imaginez le loup et l'agneau qui négocient sur le partage de l'eau d'une rivière. Vous connaissez la fable de La Fontaine. Bon, vous voyez bien, donc Israël contre la Palestine, négociation directe, c'est complètement hallucinant. Une conférence internationale, c'est quoi? Ça veut dire que toutes les puissances sont là, l'ONU, l'Europe, etc., la Chine. Puis on dit aux Israéliens, aux Palestiniens, bon, quel compromis on peut trouver? Alors que les Israéliens face aux Palestiniens, bon, d'abord, ils peuvent leur raconter n'importe quoi. Vous savez, c'est comme en Camp David en 1999-2000. Ehud Barak, le socialiste, entre guillemets, avait attiré Arafat dans un piège. Il l'a fait venir à Camp David avec la complicité de, comment il s'appelle, de Clinton, qui était président à l'époque. Et, enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais au bout de 3-4 jours, Arafat, évidemment, a dit je ne peux pas accepter, enfin. Et donc, Ehud Barak est sorti, il a dit, nous avons offert aux Palestiniens 93% de la Cisjordanie et il n'a pas voulu. C'est fantastique. S'il y avait la Russie, la Chine autour de la table et les Européens, ils auraient dit, hein, vous offrez 93%, montrez-nous la carte. Voilà. On n'a jamais vu cette carte de 93%. Mais je vous assure qu'à l'époque, comme les médias sont contrôlés par qui vous savez, eh bien, tout le monde a cru à cette histoire de 93%. Donc, la conférence de Madrid, il n'y a rien qui fasse enrager les Israéliens que de leur dire on va faire une conférence internationale. Donc, les Américains ont promis cette conférence internationale, les Israéliens ont dit non. En plus, à l'époque, il y avait un premier ministre qui s'appelait Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir, c'est, comment dire, Netanyahou à côté, c'est, enfin, comment dire, c'est un gauchiste. C'était le terroriste en chef dans les années 40, Yitzhak Shamir. Le terroriste en chef. Bon, et donc il était Premier ministre. Eh bien, Bush, il lui a tordu le bras à Shamir, qui a envoyé une délégation à Madrid. Bon, ça n'a rien donné, mais enfin, Bush avait la possibilité d'obliger les Israéliens à aller à Madrid. Les Russes et les Chinois n'ont aucun pouvoir là-dessus. Il n'y a que les Américains qui peuvent, parce ils leur donnent 4 milliards de dollars par an quand même. Donc voilà, il suffit de couper le robinet et les Israéliens feront ce que les Américains leur diront de faire. Sauf que les Américains n'ont pas intérêt à obliger les Israéliens. Encore une fois, Israël joue le chien de garde pour l'Amérique. Le chien de garde, c'est lui qui a quasiment réduit à néant le projet arabe de nationalisme, d'union, etc. Donc, tant que c'est comme ça, il n'y a aucune raison qu'il change. Donc, voilà. Alors, Sofiane, ce sont des questions qui m'ont été posées sur YouTube après la vidéo. Bon, je regrette de ne pas aller souvent et noter les questions. C'est vraiment, enfin, j'ai pas le temps, mais de temps en temps j'y vais et je les prends en note. Voilà. Donc Sofiane me demande, peut-on imaginer un coup d'État militaire par des officiers religieux, par exemple? C'est une excellente question. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, on dit d'Israël, il y a la boutade suivante. Vous savez, on dit un pays a une armée. La France a une armée. Les États-Unis ont une armée, etc. Chaque pays a une armée. En Israël, l'armée a un État. En fait, ce sont, comment dire, l'État profond, ceux qui tirent les ficelles.
sont les responsables de la sécurité, du Mossad, du Shin Bet, les services de renseignement militaire, etc., etc. Et ce sont eux qui contrôlent, qui manipulent. Évidemment, il y a une démocratie, enfin, je dirais des élections, il y a une démocratie, il y a une façade. Mais quand j'ai fait la vidéo sur Rabin, s'il a été assassiné avec, en tout cas, certainement, si ce n'est pas la complicité, mais en tout cas, les services de sécurité ont détourné les yeux pour laisser l'assassin tirer sur Rabin. Je vous rappelle juste ceci, c'est que l'assassin était suivi par un officier des services de sécurité, comme Mohamed Merah. Bon. Donc il était connu, était suivi depuis des années, et il y avait une campagne terrible contre Rabin, etc., des menaces de mort, et comme par enchantement, ce jeune homme, dont on connaissait les antécédents, etc., enfin le mysticisme et tout ce qu'on voulait, arrive en bas de l'estrade où Rabin faisait un discours, sans être vu, sans être contrôlé, enfin c'est fabuleux, avec un pistolet, avec un revolver, il arrive en bas de la tribune, bon, on rêve, et il lui tire 3 balles. Bon. Donc, manifestement, l'état profond sécuritaire israélien avait intérêt à laisser faire. Peut-être voulait-il juste avertir Rabin, enfin on ne sait pas, en tout cas, comment dire, le système sioniste, l'État d'Israël est un État militarisé où il y a, enfin, c'est la sécurité qui domine, qui prédomine, qui donne le là de cet État. Or, il y a un phénomène que même aujourd'hui, d'anciens généraux redoutent, c'est que il y a 2 types de religieux en Israël. Il y a d'abord, enfin, les religieux de manière générale forment 20 à 25%. Quand je dis les religieux, les vrais, ça veut dire les fanatiques. Parce qu'il y a 30 à 40% de traditionnalistes. Les fanatiques forment 20, mettons 22, 23%. La moitié sont des gens qui n'aiment pas faire le service militaire, mais l'autre moitié, ce sont des nationalistes combattants. Et aujourd'hui, enfin à l'heure où je vous parle, il y aurait presque à peu près entre un tiers et 40% des officiers intermédiaires, c'est-à-dire lieutenant, capitaine, des vrais religieux, enfin des vrais, c'est-à-dire des religieux fanatiques, fanatisés. C'est-à-dire qu'ils considéreraient que toute évacuation d'un pouce de la Cisjordanie serait une trahison et mériterait une rébellion. D'ailleurs, il y a beaucoup de soldats aujourd'hui qui le disent, des officiers, etc. Nous ne participerons, même si on est des soldats, on nous donne des ordres, nous ne participerons à aucune évacuation d'un pouce du territoire de la Cisjordanie. Donc, il y a, comment dire, il y a toute une infrastructure sécuritaire militaire qui pourrait se révolter contre le pouvoir établi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, parce que le pouvoir leur donne tout. C'est-à-dire, bon, vous savez, bon, Netanyahou dit « je suis pour la solution à 2 États », mais enfin c'est de l'arnaque, c'est de la propagande. Mais en douce, on ne lâche rien en Cisjordanie. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un coup d'État. Mais si jamais, d'ailleurs je l'avais dit dans une vidéo, quand j'ai parlé de la Judée, si jamais, par exemple, enfin, on ne sait jamais, on peut rêver, mais moi, je ne crois pas du tout, un gouvernement israélien lâcher une partie de la Cisjordanie, certains colons, une grande partie des colons, pourraient faire sécession et créer un autre pays qui s'appellerait le royaume de Judée, comme il y a eu dans l'histoire. Donc, un coup d'État, parce que, enfin, ça me semble prématuré de parler d'un coup d'État aujourd'hui en Israël, mais au train où vont les choses, franchement, enfin si ça continue, si l'État d'Israël continue d'exister, parce que d'année en année, d'élection en élection,
on voit émerger une classe politique extrémiste, religieuse, mystique, fanatique, raciste, fasciste. Voilà. Et ça, la tendance est là, elle est irréversible. Alors, j'en viens à... Il y a une... je ne sais pas si c'est un mec ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pris un pseudo qui s'appelle Tulipe Noire. Alors, Tulipe Noire, a priori, c'est quelqu'un qui vit au Maroc et qui connaît bien les quartiers juifs marocains. Parce que ce personnage m'a posé quelques questions et on voit tout de suite qu'il est familier avec cette histoire, l'histoire des juifs marocains, l'architecture des maisons juives, etc. Et il me demande, ou elle me demande, enfin je ne sais pas, d'abord pourquoi je parle de ghetto, au lieu de dire le Mellah. Le ghetto, c'est vrai, ça fait référence au quartier juif dans les pays ashkénazes. En fait, je dis que les juifs au Maroc vivaient dans une espèce de ghetto. Voilà. Parce que si je dis Mellah, j'aurais l'impression que les gens tout le monde ne connaît pas le terme Mellah. Bon. Mais il est vrai que je pourrais l'utiliser un peu plus et l'expliquer. Donc, je dis dans une espèce de ghetto, ça veut dire de quartier fermé. Bon. Mais ça, j'essaierai de me corriger. Le Mellah, c'est le quartier juif au Maroc. Enfin, oui, parce que les juifs vivaient dans des quartiers spécifiques. Enfin, quand ils étaient là encore. Et cette personne avait vu de très belles maisons. C'est vrai qu'il y a de très belles maisons dans les Mellahs, vous savez, le style andalou, avec les plafonds en bois, en poutre, peints, etc. Enfin, il y a de très belles maisons, de très vieilles maisons. Elle me demande, cette personne, pourquoi les Juifs sont partis. Apparemment, elle ne connaît pas l'histoire du départ des Juifs. Elle croit, cette personne, que les Juifs ont abandonné le pays, sont partis, on ne sait pas pourquoi. Bon, donc, moi, je ne vais pas lui faire un cours ici, mais j'ai fait des vidéos. Donc, je l'invite, si elle m'écoute, apparemment, elle écoutera, d'aller, enfin, il suffit de taper sur YouTube Jacob Cohen Maroc, et elle va tomber sur des vidéos où j'explique le départ des Juifs. Le départ des Juifs, il a été quasiment, enfin, en très très grande partie, à 90%, rendu obligatoire. Il leur a été quasiment imposé. Vous savez, aucune minorité au monde, aucune population au monde ne quitte son pays de plein gré. Il peut y avoir une partie qui quitte, 10%, 20%. Mais quand c'est 99% d'une population, il faut se poser des questions quand même. Parce que beaucoup de Juifs ont fait une excellente situation. Il y avait des médecins, des ingénieurs, des profs, des hommes d'affaires, etc. Et la vie au Maroc est très agréable. Pourquoi serait-il parti? Donc, il faut faire preuve un peu d'intelligence, d'esprit critique et chercher les raisons. Et si cette personne veut trouver les raisons, elle les trouvera dans elle les trouvera dans mes vidéos. Cette personne me pose, voilà, c'est pour ça que je dis, elle connaît assez bien, connaît même bien enfin, je ne sais pas qui elle est, mais en tout cas, elle connaît bien. Elle me dit, il y a des familles au Maroc qui s'appellent Cohen. Bon, en fait, ce n'est pas l'orthographe Cohen comme moi. Voilà. Les musulmans qui s'appellent Cohen, en général, s'appellent El Cohen. Voilà. La nuance est importante. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a eu des familles fascistes, ça veut dire de la bourgeoisie marocaine, qu'on appelle fascis parce qu'elles viennent de Fès, enfin bon, avec une certaine tradition architecturale, musicale, etc. C'est historiquement établi que certaines familles
ont été, comment dire, bon, ont été amenés, avec peut-être une petite pression, à embrasser la religion musulmane, voilà, au XVIIIe siècle. D'ailleurs, c'est resté, vous savez, dans certaines couches de la population marocaine, quand on parle des fassis, ils disent en arabe, de Cléode, ça veut dire, c'est juif. C'est vraiment resté dans l'inconscient populaire marocain comme d'anciens juifs. Et donc, ces Cohen qui ont changé leur nom. Enfin, ils s'appellent El Cohen, et c'est pour ça qu'il y a des Cohen, mais qui étaient d'anciens juifs. Voilà, d'où l'amalgame peut-être, ou la confusion. Franz Kafka, il a choisi un beau nom, lui. Est-ce que les Juifs ont créé une histoire à eux, falsifiée? Bien sûr. Tous les peuples créent leur histoire, et notamment le peuple juif. D'abord, je vais vous donner deux éléments. Il y a d'abord, pour ceux qui connaissent Shlomo Sand, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent très bien aller chercher une vidéo une vidéo où il parle comment le peuple juif fut inventé. Et en fait, pour donner un caractère, c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle, des historiens juifs, mais complètement athées, ont réécrit l'histoire du peuple juif de manière à lui donner un caractère national ou nationaliste. Parce que la mode à l'époque la vogue était au nationalisme. Et donc, ils ont écrit l'histoire. Par exemple, le peuple juif, il s'est exilé, mais il est resté uni, et donc il peut retourner à sa terre. Or, Shlomo Sand a démontré qu'il n'y a jamais eu d'exil. Donc, en fait, on a réécrit l'histoire. Les historiens juifs du XIXe siècle ont réécrit cette histoire de manière à lui donner un caractère nationaliste. Deuxième fait, je crois que j'avais cité, il y a quelqu'un qui avait, il y a deux auteurs, un juif, je crois, enfin, ou les deux juifs peut-être, un israélien et un américain, qui ont écrit un livre qui s'appelle La Bible dévoilée. Et là, ils ont démontré, grâce aux recherches archéologiques, etc., qu'il y avait beaucoup de choses bidons dans l'histoire de l'Ancien Testament, le roi David, etc., etc. Bon. Donc, je crois que tous les peuples qui ont envie en tout cas, le peuple juif, à partir du moment où il a voulu revenir en Israël, disons, il a recréé un mythe, une mythologie, bon, que vous pourrez découvrir grâce à Shlomo Sand. Hamid Tsouli me demande, la Gay Pride de Tel Aviv, qu'en disent les religieux? C'est vrai, comment dans un pays où il y a quand même 20% de fanatiques religieux et 30% de traditionalistes, comment on peut accepter la Gay Pride? Et moi, j'irai plus loin, parce que depuis 2-3 ans, même 5 ans, je ne peux pas être sûr, mais en tout cas, c'est sûr il y a une Gay Pride à Jérusalem. Vous imaginez la ville sainte. Il y a une Gay Pride à Jérusalem. Et d'ailleurs, il y a 1 an ou 2, un fanatique religieux avait attaqué, agressé des manifestants à coups de couteau, et il avait tué une jeune manifestante de 15-16 ans. Alors, et ça me permet de dire une chose, c'est que voilà, comment expliquer l'esprit pratique et intelligent des sionistes. Et moi, parfois, je dis, il faut leur rendre hommage, c'est-à-dire, et au contraire, c'est pour copier, c'est pour voir comment ils font. Il y a vous savez, pour un religieux juif, l'homosexualité est une abomination. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, elle est condamnée à mort. D'accord? C'est une abomination, intolérable, inacceptable. Enfin,
c'est même inenvisageable. Donc je vous dis, comment dire, c'est réprimé par la mort. C'est dire à quel point c'est d'une gravité exceptionnelle. Et c'est là où les sionistes sont forts. Comme en France, les juifs s'unissent. Qu'ils soient de gauche, de droite, athées, croyants, ce que vous voulez, ils s'unissent. Et en Israël, les juifs s'unissent. Les sionistes sont unis. Donc, il y a par exemple, je me souviens, il y a quelques mois, il y a un rabbin. Vous savez, là-bas, il y a comment dire, mettons, il y a un rabbin qui crée une école religieuse. Et il devient quasiment comme un fief religieux. Voilà. Il reçoit des subventions, soit dans le pays, soit de l'étranger, etc. Et en fonction de sa réputation, il peut devenir quelqu'un d'important. Ça veut dire quelqu'un qui a une autorité morale, une autorité juridique, une autorité politique. Et donc, il y avait un rabbin qui était un important rabbin qui avait condamné l'homosexualité publiquement, en termes vifs. Eh bien, le système a réussi, bon, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, en tout cas, le système a réussi à lui faire ravaler ses paroles. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'Israël a besoin d'une guerre extérieure, a besoin d'une menace extérieure, a besoin d'une atmosphère de guerre, parce que ça soude les gens à l'intérieur. On a dû aller voir ce rabbin, on a dû lui dire, écoute, tu t'imagines, on essaie de faire front commun, il faut qu'on donne l'impression d'être un pays tolérant, égalitaire, etc. Enfin, en tout cas, il y a eu suffisamment de pression, avec probablement le carotte et le bâton. Ça veut dire, si tu reviens sur tes mots, est-ce que tu as besoin de 2 ou 3 millions de dollars, on te les donne? Sinon, enfin, donc, et il est revenu, et donc, finalement, les religieux, toutes les grandes voix religieuses se taisent, ferment leur gueule devant l'homosexualité. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire comment le système sioniste réussit à contrôler toutes les opinions divergentes, voilà, au nom de l'unité, etc., etc. Voilà pourquoi, c'est ce qui explique que les rabbins, et pourtant ils ont du poids en Israël. Je vous assure que, vous savez, il y a par exemple, il y a quelques jours, le Parlement israélien a adopté une loi qui permet au ministre de l'Intérieur, qui est un religieux fanatique, Aryeh Deri, de faire fermer toutes les épiceries dans le pays le samedi, le Shabbat, sauf à Tel Aviv. Et c'est une loi qui est très, très impopulaire, parce que les gens ont besoin d'avoir... Enfin, pourquoi? Eh bien, le ministre a dit, si cette loi ne passe pas, les religieux quittent le gouvernement, c'est la chute du gouvernement, enfin c'est le chaos, etc. Donc ils ont un énorme pouvoir de pression. Eh bien, malgré tout, il y a des choses avec lesquelles ils sont obligés de composer, et c'est ça leur force. Voilà. Donc, je crois avoir fait le tour de la question. Ah, voilà, non, pardon. Alors, il y a Souleim Selon. Il y a des gens qui choisissent. Je crois que c'est sur YouTube. Sur YouTube, les gens choisissent des pseudos un peu bizarroïdes. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc, Souleim Selon me dit, est-ce que le but d'Israël est de conquérir tout le Proche-Orient? Alors, ça dépend ce qu'on appelle conquérir. Voilà. Matériellement parlant, sur le plan physique, Israël ne peut pas conquérir beaucoup plus que ce qu'il a maintenant, à moins de prendre un petit peu
éventuellement un petit peu au Liban et encore, mais surtout un petit peu du côté de la Jordanie, sur l'autre rive du Jourdain. Pourquoi? C'est pas parce que il aurait des scrupules. C'est juste les Israéliens se plaignent tout le temps de ne pas avoir suffisamment de population. Ils disent souvent si on avait 20 millions, là oui, ils auraient vidé la moitié de la Syrie, ils l'auraient prise, etc. Et donc, ils sont dans l'impossibilité matérielle, si on peut dire, voilà, d'occuper et de coloniser ces terres. Enfin, ces immenses espaces qu'ils auraient pu prendre à la Syrie, à la Jordanie, à l'Égypte, qu'ils ont rendus d'ailleurs. Mais bon. Mais par contre, on peut, pour moi, c'est comme, comment dire, c'est comme un empire qui domine sans coloniser. Un peu comme l'Empire romain, il n'a pas besoin de coloniser. C'est-à-dire que, par exemple, la Jordanie, elle sait ce qu'elle a à faire pour ne pas heurter les intérêts d'Israël. Voilà. Donc, Israël n'a pas besoin d'aller occuper la Jordanie. Il y a un gouvernement sur place qui fait ce que l'Israël lui demande. Voilà. En Égypte, pareil. Donc, ben voilà, c'est, comment dire, il y a un pouvoir, et un pouvoir soit par des bombardements, soit par... Euh, je vais vous donner un exemple sur l'Égypte et vous montrer comment les sionistes réussissent à, comment dire, à contourner l'hostilité et à obliger le pays à coopérer. Vous savez, bon, l'Égypte a signé le traité de paix, bon, pour des raisons, disons, ils ne voulaient pas tellement, mais bon, ils l'ont fait. Et je vous rappelle, enfin pour ceux qui sont jeunes, qui ne savent pas, que l'Égypte a été exclue de la Ligue arabe, parce que c'était une trahison à l'époque. En signant un traité de paix séparé avec Israël, ça veut dire l'Égypte se dit, j'en ai rien à fiche de la Palestine, et de Jérusalem, et du reste. Et donc, l'Égypte a été exclue. Mais les Égyptiens, comment dire, le peuple égyptien, c'est même aujourd'hui, on parle d'une paix froide. Vous savez, par exemple, si quand il y a quelque temps, il y a un avocat égyptien qui est parti en Israël, il a visité Israël, il a été exclu du barreau. L'Égyptien, enfin le peuple, sont violemment anti-israéliens, anti-sionistes, violemment. Mais bon, voilà, le système, il est là, il impose. Bon. Et donc, l'Égypte, dans les années 80, c'est une anecdote, c'est juste pour vous montrer comment les sionistes y font. Franchement, c'est le génie, mais le génie du mal, mais c'est le génie quand même. L'Égypte avait demandé aux États-Unis ce qu'on appelle, pour ceux qui ont étudié un peu le droit international privé, la clause de la nation la plus favorisée. Vous savez, le commerce international, c'est-à-dire les États-Unis ont un accord douanier spécial avec Israël, l'Égypte demande à en bénéficier. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire se mettre au même niveau que la nation la plus favorisée, c'est-à-dire Israël. Bon. Et donc, évidemment, l'Égypte fait cette demande. Sauf que aux États-Unis, il y a des Sayanimes partout, au département d'État, au Sénat, etc. Donc, ils ont eu vent de cette demande. L'Égypte a demandé ça, très bien. Donc, ils ont demandé au gouvernement, enfin, ils ont fait ce qu'il fallait auprès du gouvernement américain. Et le gouvernement américain, comme c'était lui qui l'avait sorti, cette demande, alors que c'était les Sayanim qui l'ont proposé, le gouvernement américain dit oui, très bien, on va vous accorder la clause de nation favorisée, mais seulement pour les produits que vous voulez exporter aux États-Unis, textiles surtout, il faut qu'il y ait 10 à 11% de contenu israélien. C'est-à-dire, évidemment, ce contenu, c'est quoi?
Ça ne va pas être la main-d'œuvre. Donc, le contrôle du capital, la politique d'exportation, la politique de production, etc. Et voilà comment les plus grosses sociétés égyptiennes se sont retrouvées obligées, si elles voulaient exporter aux États-Unis, de collaborer à hauteur, d'avoir des Israéliens qui collaborent à hauteur de 10% dans leur capital et dans leur exploitation. Donc, vous imaginez la surveillance, etc. Mais voilà comment on arrive à les tourner. Il faut le faire quand même. Donc sur ce, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, ça sera sur le OPA kabbalistique sur les nouveaux indigènes. Donc je suppose que vous savez que c'est mon nouveau roman. Donc si vous avez des questions là-dessus, je sais qu'il y a eu des questions, mais que je vais traiter en même temps. Donc je dis bien aux autres qui m'ont posé des questions qui tournent autour de cette thématique, que je répondrai en même temps lorsque je parlerai de ce livre, et de ses implications. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonsoir.